Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est évidemment une édition spéciale de Sens Public que l'on vous propose ce soir, 90 minutes pour comprendre la démission de Sébastien Lecornu et anticiper les conséquences politiques et institutionnelles de son geste. Le Premier ministre n'aura tenu que 27 jours. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Moins d'un mois à Matignon, triste record sous la Ve République. Que peut faire Emmanuel Macron? Peut-il renommer Sébastien Lecornu? Va-t-il de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale? Quel parti sortirait vainqueur de législatives anticipées? Que vont faire ces nouveaux ministres à peine nommés et déjà démissionnaires? Dans notre émission, nous répondrons à toutes ces questions. Puis on va aussi analyser les stratégies des différents partis politiques. Marine Le Pen juge la dissolution incontournable. On est au bout du chemin. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter les ministres, les ministres de droite, les ministres de gauche, etc. On arrête. On retourne aux urnes. Et ce sont les Français qui vont décider. C'est clair. Le parti Le Peniste parie sur des législatives. Les LR n'abdiquent pas à toute ambition gouvernementale. Les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon relancent une procédure de destitution du chef de l'État. Et le Parti Socialiste, le Parti Communiste également, demande la nomination d'un Premier ministre de gauche. C'est bien vers l'Élysée que les regards se tournent pour imaginer une sortie de crise. Le président demande à son Premier ministre démissionnaire de continuer les négociations. En attendant le choix présidentiel, vous pouvez réagir. Posez vos questions aux experts de Sens Public. Pour bien comprendre l'origine de ce chaos, il faut remonter quelques heures en arrière quand le gouvernement Lecornu est dévoilé. Clémentine Louise. Sur la proposition du Premier ministre. 19h40 dimanche soir sur le perron de l'Élysée, les premiers noms des ministres du gouvernement Lecornu sont dévoilés. Monsieur Bruno Le Maire, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Madame Amélie de Montchalin. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Rachida Dati. Pas vraiment un gouvernement de rupture. Les écologistes tweetent. Gouvernement Bayrou, gouvernement Lecornu. Avec Macron, c'est simple, on ne change pas une équipe qui perd. Peu de surprise à gauche, où les consultations avec le Premier ministre n'avaient pas abouti sur un compromis. À droite, en revanche, les Républicains avaient annoncé participer au gouvernement Lecornu. Pourtant, à 21h30 hier soir, le chef du parti tweet. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Deuxième surprise de la soirée, l'Union des démocrates indépendants annonce ne pas soutenir le gouvernement. Devant ces réactions, Sébastien Lecornu a remis ce matin sa démission au président de la République, non sans critiquer l'attitude des différents partis politiques. On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget. Il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver, en étant plus désintéressé pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Plusieurs partis dont le Rassemblement national appellent désormais à une dissolution de l'Assemblée nationale. Les Républicains comme les centristes croient plutôt en la nomination d'un nouveau gouvernement avec un Premier ministre que les écologistes et les socialistes, eux, espèrent de gauche. Nous demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une première ministre issue de la gauche et des écologistes. Ultime rebondissement ce soir, Bruno Le Maire renonce à participer au gouvernement. Et c'est un Emmanuel Macron plus isolé que jamais, mais qui tente de garder la main. C'est ce que l'on va découvrir dans un instant et analyser avec mes invités. Bastien François, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Vous publiez les mots-clés du droit constitutionnel aux éditions Dalloz. Aurore Malval, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Marianne. Stéphane Zumsteeg, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir. Constitutionnaliste et éditorialiste politique. On fait un métier merveilleux. Je parle pas souvent de mes états d'âme, mais comme citoyen, je suis désespéré. Comme journaliste, on va admettre que c'est quand même une période assez fascinante à analyser. La toute dernière information, pendant mes titres, elle est apparue. Emmanuel Macron qui demande à Sébastien Lecornu de mener d'ici à mercredi d'ultimes négociations.
Bastien François, déjà, alors il faudrait être dans la tête d'Emmanuel Macron, mais comment vous analysez ce qui est en train de se passer ? C'est difficile, mais je dois quand même dire que ma voisine avait annoncé ce scénario lorsque nous sommes arrivés sur le plateau. Alors, pendant que vous arriviez dans le couloir, elle m'a dit, je sais lire aujourd'hui dans la tête du président. Donc c'est plutôt à elle qu'il faudrait s'adresser. Oui, alors Aurore, allez-y. D'où vient cette info ? Vous n'allez pas révéler vos sources, mais comment vous l'expliquez surtout ? Non, mais je l'explique par, je dirais, un petit peu l'invraisemblance de ce à quoi on assiste depuis un an. C'est-à-dire que plus grand-chose ne me surprend. Et en fait, chaque rebondissement en chasse un autre. Et finalement, on n'y comprend plus grand-chose. Et on a tendance à privilégier parfois l'hypothèse la moins crédible, en tout cas, pour la tenir comme probable. On en est revenu là. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose pour la démocratie, pour la Ve République aussi, et pour les citoyens. Mais par rapport... C'est intéressant cette histoire. Bon, là, on se dirige donc vers un gouvernement Lecornu 2, visiblement. Oui, alors parce qu'il faut dire qu'un peu avant ça, on a appris que Bruno Le Maire, qui avait été nommé comme ministre des Armées, avait annoncé qu'il se retirait du gouvernement parce que manifestement, il bloquait l'équation, en tout cas avec les LR. Donc déjà, c'était un premier indice de tractation qui était peut-être en train de reprendre. Mais effectivement, lorsque on a eu hier soir l'annonce du gouvernement, d'abord, la plupart des commentateurs disent que ce gouvernement n'était pas un gouvernement de rupture. Effectivement, que quasiment rien ne changeait, ou presque. Et on avait même un retour de certains ministres macronistes. Donc, il n'y avait pas... et en même temps, quand même, un gouvernement assez marqué à droite. Et puis, on a ce tweet coup de théâtre de Bruno Retailleau. Et on se dit finalement, mais ce gouvernement n'est pas suffisamment à droite pour Bruno Retailleau, qui, lui, voulait une rupture, justement, encore plus grande, ou surtout pour les LR, qui n'avaient obtenu quasiment rien sur le plan programmatique. Leur fameuse feuille de route avait été soldée par une fin de non-recevoir par Sébastien Lecornu. Et donc, finalement, Bruno Le Maire était devenu un petit peu le totem honni des années Macron, parce que Bruno Le Maire, qui a quand même été 8 ans ministre des Finances, donc qui est comptable de ce bilan, qui se retrouvait à côté de Bruno Retailleau. Et là, on a cet élément bloquant qui s'enlève. Et d'ailleurs, de manière assez cryptique, Bruno Retailleau, ce midi, au journal de 13h, disait que la dissolution... 13h de TF1. 13h de TF1, tout à fait, disait que la dissolution ou la démission n'était pas la seule option. Comme si, finalement, il laissait encore cette porte ouverte. Alors, donc, parce que la Constitution permet à Emmanuel Macron de renommer Sébastien Lecornu sans aucune difficulté. Bien sûr. Oui. Donc, on le voit déjà. On va avoir un troisième renouvelé Premier ministre. En fait, c'est des premiers ministres qui, sur le plan de l'arithmétique parlementaire, représentent pratiquement rien chaque fois. Oui. Donc, en fait, le président de la République choisit qui il veut. Là, il avait quand même choisi un premier ministre qui était très proche de lui, avec un gouvernement tel qu'il a été présenté, qui était quand même très macroniste. Donc, vraiment très, très loin de l'idée qu'on pouvait se faire d'un élargissement, y compris même au sein du bloc central, qui avait déjà connu quand même des tensions. Donc, moi, ce qui me... C'est quand même étonnant de réécouter, par exemple, le Premier ministre nous expliquer pourquoi il est parti ce matin et de le retrouver là. En train éventuellement continuer de négocier jusqu'à mercredi. Et se dire aussi quelle autorité il va avoir finalement, parce que c'est ça l'enjeu. Ce Premier ministre qui a sauté tout simplement parce que M. Retailleau a dit non, ça ne va pas, de façon assez calvalière, en tout cas dans la tradition de la Ve République. Il va négocier maintenant sur quelle base ? Alors, il disait déjà qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République, mais là, c'est plus que faible. Il n'existe pratiquement plus. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui le ressort du néant, alors qu'il avait fait d'ailleurs un gouvernement dont tout le monde peut penser que c'était le gouvernement du président de la République et pas le sien. Et donc, en réalité, c'est un Premier ministre un peu ectoplasme, voilà, qu'on nous remet sur le devant de la scène. Alors, effectivement, vous faites référence à son discours sur le perron de Matignon ce matin. Il faut pas oublier que finalement, ça a été la première fois où il s'est adressé via un média audiovisuel aux Français, puisqu'il ne l'avait fait que par la presse écrite. C'était au moment d'annoncer son départ, avec notamment cette critique à peine voilée contre les LR, pas seulement contre les partis politiques qui choisissent justement leurs militants plutôt que les citoyens, leur parti plutôt que le pays. Écoutez. J'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français.
Stéphane Zumsteg, je reprends les propos de Bastien François à l'instant et j'essaye de me mettre à la place de nos téléspectatrices et téléspectateurs qui peut-être effectivement ne comprennent plus grand-chose ce soir, parce que nous on a déjà du mal à saisir alors qu'on baigne dans ce calendrier politique à longueur de journée. Comment imaginer Sébastien Lecornu former un gouvernement qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à celui qui vient de sortir? La déclaration de l'Élysée, c'était mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations, mais sur quoi? Ça fait un mois qu'ils négocient et qu'ils ne s'adressent pas aux Français d'ailleurs. Pour négocier quoi et avec qui? Parce que si c'est pour négocier pour obtenir le scalp de Bruno Le Maire, visiblement c'est fait. C'est fait. Le Premier ministre a aussi fait la démonstration, c'est une certaine bonne opération pour les LR, pas forcément pour Bruno Retailleau d'ailleurs. Enfin, ils ont prouvé leur pouvoir d'influence, de nuisance en tout cas, et c'est pas là qu'on les attendait, évidemment. Mais vous parliez d'arithmétique, j'en reviens à l'arithmétique. Ce qu'il faut, c'est le soutien dans le socle commun des LR et un pacte de non-censure avec le PS. Et la situation s'est encore plus compliquée cet après-midi quand le porte-parole du PS, Pierre Jouvet, a fait acte de candidature au nom du Parti Socialiste, enfin de la gauche et des écologistes, sans les insoumis. Vous devez nommer un Premier ministre. Au poste de Premier ministre. Alors, c'est pas la première fois qu'ils le font, mais jusqu'à présent, ces derniers jours, durant les négociations avec Sébastien Lecornu, la gauche ne réclamait pas, le PS ne réclamait pas Matignon. Là, il le réclame, mais sa situation est encore plus compliquée. Il est en situation de faiblesse absolue vis-à-vis des LR qui ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, en partie en tout cas en ce qui concerne l'éphémère ministre des Armées. Mais comment imaginer que le PS, alors qu'il vient de réclamer à nouveau, après une longue séquence d'absence, le poste de Matignon, pourrait accepter un poste de non-censure dans un gouvernement qui serait de toute façon une sorte de copier-coller sans Bruno Le Maire, et donc cette fois-ci un vrai copier-coller, quelque part, du président. L'équation me paraît encore plus compliquée. Alors après, la deuxième question, c'est négocier quoi? C'est une plateforme d'action. Je reprends les termes du communiqué. Mais que négocier sans provoquer, en fait, parce que renommer Sébastien Lecornu et renommer le gouvernement, à l'exception évidemment du ministre des Armées, pardon, je me répète, ce sera évidemment pris par une provocation par les opposition, donc le PS n'a rien à espérer, à mon sens, de la part du PS, mais là maintenant il faut se placer aussi au niveau de l'opinion. Là, les Français vont vraiment avoir l'impression que le président de la République se moque d'eux. Enfin, il a persisté. Bon, il y a eu l'expérience Barnier, l'expérience Bayrou, l'expérience Lecornu 1 et peut-être Lecornu 2. Mettez-vous à la place d'un Français ou d'une Française, à votre place, puisque vous faisiez la différence entre vous, journalistes, et vous, citoyens. On va passer de la consternation à autre chose. Enfin, là, ça a des conséquences lourdes en termes de... quel élément de blocage d'écart qui se creuse entre les Français et leurs représentants. Et qui bloque, c'est pas le Parti Socialiste, c'est pas Bruno Retailleau, c'est quelqu'un d'autre, c'est le président de la République. Il y a un écart qui était déjà gigantesque. Mais bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Si on prend les données européennes, la France est vraiment le pays avec la plus forte défiance, et cette défiance prend des formes aujourd'hui extrêmement fortes, où nos concitoyens expriment du dégoût, de la honte, etc. Donc, et ça, c'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Anne-Charlène. Je vais essayer de vous replacer dans l'histoire du droit, c'est-à-dire dimanche midi. Le gouvernement n'est pas encore nommé. On sait déjà plus ou moins que la motion de censure est sur la table. Donc le gouvernement Lecornu 2, ça sera une motion de censure 2 en réalité, puisque on se doute très bien du fait que le Parti Socialiste a sûrement accéléré le calendrier pour avoir Matignon, puisque on l'entendait quand même dans les couloirs du PS, cette idée de vouloir essayer de prendre Matignon avant une éventuelle dissolution, c'est aussi peut-être l'une des raisons de l'accélération du calendrier par le Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, négocier une non-censure ou jouer en tout cas les sauveurs de Sébastien Lecornu, j'y crois très peu. Petite subtilité juridique quand même, Sébastien Lecornu est encore juridiquement en poste, étant donné qu'on attend toujours la signature d'un décret de fin de fonction par le président de la République. Je rappelle que le Premier ministre n'est pas nommé par l'Assemblée nationale, il est nommé par le président de la République, et c'est à lui de mettre fin à ses fonctions. Alors, on nous a dit qu'il a accepté la démission. Oui, mais on n'a pas d'acte. Il n'y a pas l'acte officiel. Alors, on va continuer, on va avancer, parce qu'il y a plein de leçons à tirer de ces dernières 24 heures. On va parler de l'hypothèse. Encore peut-être sur la table d'une dissolution dans un instant, mais d'abord sur le socle commun, puisqu'il y a effectivement eu cet échange d'amabilité entre le Premier ministre démissionnaire et Bruno Retailleau, Premier ministre démissionnaire, on l'a entendu, qui parle de ces partis qui préfèrent les militants aux Français. J'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Il pensait quand même beaucoup à Bruno Retailleau, qui lui a répondu sur TF1 à 13h, on y a fait référence. Alors, il parle, lui, d'une confiance perdue. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre.
quelques minutes avant que la composition du gouvernement ne soit donnée. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Quand on est dans une équipe, on a besoin de confiance. Vous savez, les valeurs de la vie politique, ça devrait être les valeurs de la vraie vie. Alors, que reste-t-il du socle commun? Évidemment, avant l'annonce de l'Élysée qui dit à Sébastien Lecornu continuer de discuter, on aurait dit c'est fini, mais est-ce que vous le dites encore ce soir? Disons qu'il y a évidemment l'alliance avec les LR qui semble vaciller même plus que ça, mais ce que je trouve encore plus intéressant qui s'est passé ces dernières heures, c'est que le socle commun a aussi perdu ses partenaires centristes. Lorsque justement il y a ce communiqué qui passe un petit peu inaperçu après Bruno Retailleau d'Hervé Marseille, président du groupe de l'UDI au Sénat, qui dit que l'UDI se retire. Et c'est pas anodin tout, parce que ce sont 59 sénateurs, et c'était ça aussi qui faisait le socle commun, qui faisait sa réalité, c'était cette majorité LR centriste au Sénat. Donc, et eux n'étaient pas contents parce qu'ils jugeaient que les centristes n'étaient pas assez représentés dans ce gouvernement. Donc effectivement, je dirais que tout le socle commun a volé hier soir en éclats lorsque Gabriel Attal envoie aussi ce message à ses militants qui est repris en disant que c'est un spectacle affligeant. Gabriel Attal d'ailleurs, dont on a appris, en tout cas par certaines sources cet après-midi, qu'il discutait avec Olivier Faure éventuellement, enfin de l'éventualité justement de voir comment un gouvernement de gauche pouvait advenir. Effectivement, ce ne sont plus du tout sur cette ligne du socle commun qui va vers la droite et vers les LR. Si l'objectif aujourd'hui est de recomposer ce gouvernement sur le même modèle, je pense qu'il n'a plus de réalité, il n'a plus de soutien des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, et pas seulement avec les Républicains. Alors, il y a une question toute simple que nos téléspectateurs se posent. Andrea, qui nous écrit de Boulogne-sur-Mer, qui dirige vraiment le pays en ce moment? On a un gouvernement démissionnaire, ça veut dire quoi concrètement? Je me tourne vers vous, Anne-Charlène, parce que ça tombe bien, c'était l'un des thèmes qu'on avait choisi de creuser avec cette idée des affaires courantes, donc qui gouverne la France aujourd'hui? J'ai même envie de vous parler de l'affaire courante des affaires courantes maintenant. Ça devient de plus en plus courant. On commence à s'habituer. Alors, qui gère la France? Eh bien, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et son gouvernement nommé hier. Parce qu'on n'a pas perçu complètement l'incarnation de ce gouvernement. Les passations de pouvoir n'ont pas eu le temps de se faire. Mais le droit est strict. Ce qui crée le fait juridique, c'est l'acte publié. Et il y en a bien. Puisque, après vérification au journal officiel de la République française d'hier soir minuit, vous avez bien la opposition du gouvernement que nous avons entendu sur le perron de l'Élysée hier soir. Donc le gouvernement est pleinement constitué, mais le voilà démissionnaire né. C'est ça qui est assez original. Et ça va poser des problèmes pratiques, puisque quand on reste en affaires courantes d'un ministère, c'est qu'on le connaît bien, c'est qu'on n'abandonne pas une administration que l'on a l'habitude de gouverner, sauf que là, certains vont entrer en fonction démissionnaire, ce qui est quand même tout à fait particulier. Pas de cabinet, pas de feuille de route, pas de portefeuille, et donc même pas un contact avec les administrations qu'on va gérer, ce qui peut être quand même particulièrement problématique. On va regarder un petit peu dans l'histoire de nos républiques. Et oui, parce que là, on a des ressources, 3e, 4e République, Robert Schuman qui quitte les finances démissionnaire pour aller à Matignon, puis ensuite qui les retrouve en tant que ministre démissionnaire à nouveau 48 heures plus tard. Frédéric-François Marsal, dans l'histoire, s'était nommé lui-même ministre des Finances, c'est pour ça qu'il est démis d'ailleurs par l'Assemblée nationale, mais de ce fait, il a un portefeuille de Premier ministre et de ministre des Finances démissionnaire pendant de très longs mois. Alexandre Ribot, qui va carrément gérer les affaires courantes de la Première Guerre mondiale. Donc c'est dire comme les affaires courantes sont une notion particulièrement... Mais alors, ça peut durer combien de temps? Comment? Jusqu'à quand? Ad vitam. Il n'y a absolument pas de définition ni constitutionnelle, ni organique, ni légale, ni jurisprudentielle de ce que sont les affaires courantes. Le seul arrêt que nous avons, on le connaît par cœur maintenant, c'est Conseil d'État 19 octobre 1962, arrêt Brocas. Pourquoi? Parce qu'en 62, on le sait, Georges Pompidou est démis par l'Assemblée nationale et qu'il y ait une dissolution ensuite. Donc le général de Gaulle le place en affaires courantes le temps des législatives. Et le Conseil d'État nous dit c'est un principe traditionnel du droit public parce que les affaires courantes sont indexées sur un principe qui est celui de continuité de l'État. En d'autres termes, c'est pas parce que Sébastien Lecornu démissionne qu'on va fermer l'hôpital. Et donc, il faut nécessairement qu'on ait une continuité de la vie administrative. Ça signifie deux choses un peu paradoxales.
On gère le courant, c'est-à-dire on va évidemment nommer les fonctionnaires qui ont réussi leur concours, on va ouvrir des festivals, mais on gère aussi l'exceptionnel, typiquement guerre, famine, etc. etc. Puis alors on peut regarder ce qui s'est passé ailleurs, et puis alors il y a quand même une question qui est importante, c'est la question du budget, ne l'oublions pas. C'est la question du budget. On sait que les Belges ont fait durer ça pendant près d'1 an et demi, et on sait que donc les affaires courantes ont une notion très flexible dans le temps, dans l'espace et dans la matérialité. Ce qui est vrai, c'est que là, on va sûrement violer le délai constitutionnel de 70 jours pour avoir un budget déposé et discuté au sein de nos assemblées. Donc ça pose question, qui déposera la loi de finances spéciale pour au moins avoir une continuité jusqu'à l'année prochaine? Est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement qui pourra voter tout cela avant le 31 décembre? Alors heureusement, je rassure évidemment tous ceux qui nous écoutent, nos administrations, elles, fonctionnent en continu. On n'est pas dans un système à l'américaine avec un spoil system, donc personne ne sera démis de ses fonctions dans nos plus grandes administrations centrales. Et les ministres en place vont juste pas faire de politique, et on se demande si finalement ce n'est pas une bonne chose dans le contexte. Effectivement. Bastien François, effectivement, il y a une phrase qui nous reste en tête du précédent épisode budgétaire, c'était « les cartes vitales vont s'arrêter de fonctionner ». C'est Elisabeth Borne qui l'avait prononcé, c'est pas la meilleure phrase de son bilan ministériel. Ça n'arrivera pas. Alors, ça n'arrivera pas. Mais je voudrais revenir quand même sur les affaires courantes, parce que le secrétariat général du gouvernement a publié une note juste après la dissolution, avec quand même une définition très large des affaires courantes, en particulier en matière budgétaire, parce qu'on pouvait s'attendre quand même que l'acte budgétaire, étant quand même l'acte par définition le plus central d'un gouvernement, un gouvernement démissionnaire, expédiant des affaires courantes, ne pourrait pas faire un tel acte. Or, ce n'est pas du tout l'interprétation qui a été donnée par le secrétariat général du gouvernement, et visiblement, cette interprétation n'a pas été contestée jusqu'à présent. Bien. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une vraie marge de manœuvre pour un gouvernement démissionnaire. Oui. Ensuite, c'est vrai, on a l'expérience de l'an dernier, du budget qui s'achève, là, d'un budget qui a été adopté par une loi spéciale et qui a été exécuté au début par morceaux, on pourrait dire. Bon. Ça pose quand même beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes pour le fonctionnement des services publics, ça pose beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de l'État, ça pose beaucoup de problèmes sur l'ensemble des actions de l'État, des politiques publiques de l'État. On se souvient que les agriculteurs n'avaient pas pu bénéficier d'une prime ou d'une réduction qui avait été négociée. On peut imaginer que ça aura des effets sur les aides aux entreprises, sur toute une série de dispositifs de politique publique. En plus, les administrations dans ce type de contexte ont tendance à quand même à serrer un peu fortement la vis au départ, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver, donc on dépense vraiment le minimum. Bon. Et donc il y a des dispositifs comme ça qui s'effondrent en plein. Bon. Donc c'est pas le shutdown à l'américaine. Oui. En revanche, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement des services publics, et pour la question de l'incertitude généralisée de l'activité économique. Et oui, effectivement, avec des marchés financiers qui d'ores et déjà sanctionnent la France, les grandes banques ont dévissé, la Bourse de Paris, le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux français à 10 ans et le taux allemand à 10 ans s'est encore élargi. Bref, est-ce que c'est quelque chose qui passe loin des préoccupations des Français ou pas du tout? C'est-à-dire l'impact économique d'un tel chaos politique? Je pense que c'est très longtemps passé très au-dessus des têtes des Français, parce que ce sont des termes techniques, parce que finalement faire le lien de façon évidente entre une instabilité politique et la détérioration des indicateurs économiques, ça ne va pas forcément de pair, et c'est pas une question de culture, mais en revanche, les choses sont en train de changer à très grande vitesse. Parce que là, ce qui se passe maintenant, on le constate depuis quelques jours, mais ça va, à mon sens, s'accélérer dans les jours qui viennent, c'est les conséquences économiques, les conséquences en termes de pouvoir d'achat, les conséquences de la place de la France, de la situation économique française, et donc des Français, compte tenu de l'instabilité politique. Là, si les Français font le lien direct entre instabilité politique et détérioration du contexte économique, là, et je pense que c'est ce qui va se passer, ça va poser un sérieux problème à Emmanuel Macron. Parce que pour le coup, c'est pas juste une crise politique un petit peu vaudevillesque, où il se passe quelque chose d'un peu ridicule tous les jours. Donc ça commence par François Bayrou, qui n'est pas Premier ministre, ça doit être Sébastien Lecornu, il y a 8 mois, il lui tord le bras, déjà, ça faisait peut-être sourire ou ça consternait. Ce qui s'est passé aujourd'hui peut faire soit sourire, soit consterner les gens, mais là ça va être forcément différent, parce que là les gens vont se dire, là c'est grave pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave pour le pouvoir d'achat, c'est grave pour mon foyer, et là ça change tout, et ça renvoie au principal responsable, parce que jusqu'à présent, Emmanuel Macron a toujours réussi à échapper à son principal danger, c'est que
On ne réclamait pas son départ. Évidemment, dans un sondage, vous demandiez est-ce qu'Emmanuel Macron doit partir ou pas. Compte tenu de sa très forte impopularité, les gens nous répondaient oui. Mais est-ce que pour autant les Français l'attendaient et la réclamaient? Non. En tout cas, pas jusqu'à présent. Oui, mais chaque échec de Premier ministre... Chaque échec, il y a son entêtement, si on prend ce terme-là, si on se situe dans la critique d'Emmanuel Macron, et si l'on critique l'entêtement est, à mon sens, le terme le plus juste, plutôt que surdité ou cécité. Mais là, à partir du moment où les conséquences économiques pour la France, et pour soi, j'insiste, pour soi personnellement, seront évidentes, ou en tout cas les gens feront le lien, là ça change tout. Ça change tout, il faut qu'il parte, il faudrait qu'il parte, parce que ce n'est plus possible pour moi personnellement. On va à la catastrophe, et on va à la catastrophe personnel d'un point de vue économique. Et c'est, à mon sens, le principal danger qui guette le président de la République, indépendamment de toute dissolution, de toute nomination d'un gouvernement Le Cornu 2. C'est vraiment ce lien. Et là, je pense que le président de la République va se retrouver exposé très vite et de façon très, très, très dangereuse. Alors, information de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui nous viennent encore de l'entourage d'Emmanuel Macron. En cas d'échec de ces discussions, là, il donne jusqu'à mercredi à Sébastien Lecornu pour éventuellement sortir de ce blocage, il prendra ses responsabilités. On peut analyser ça, interpréter ça de toutes les façons possibles. Vous attendiez une info très très importante, malheureusement. Voilà, je n'ai que ça à vous donner. Bastien François, alors il y a une attente évidemment, et c'est logique que nous tous, que nos téléspectateurs se tournent vers le président de la République. Dominique, qui nous écrit de Saint-Pierre-du-Mont, pourquoi Emmanuel Macron reste-t-il silencieux face aux Français? Est-ce qu'il se désintéresse vraiment de la crise ou refuse-t-il de prendre ses responsabilités? Un citoyen, un responsable politique qui dit la même chose, c'est le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à son arrivée au siège de LR pour la réunion d'urgence du comité stratégique du parti. Écoutez. Qui est le responsable de cette situation? C'est Emmanuel Macron avec la décision de la dissolution. Alors c'est à lui de réparer cette faute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, dans un premier temps, il doit parler. À partir du moment où il a indiqué qu'il entendait aller jusqu'au bout de son mandat, il y a maintenant urgence à ce qu'il se remette à présider le pays. Et il doit parler là, dans les heures qui viennent. Les Français ont besoin de savoir. Et donc, parmi les hypothèses d'action du président de la République, il y a celle de la dissolution dont on va parler avec Steve Jourdain. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Bienvenue sur ce plateau. Que disent les sondages? Évidemment, imaginons, dissolution législative anticipée. Plusieurs semaines déjà que les Français la souhaitent, cette dissolution. Une majorité de Français, c'est un chiffre qui ne fait que croître au fil du temps. On va voir qu'en juin, seulement 41% des Français y étaient favorables. Un mois plus tard, en juillet, ils étaient presque 1 sur 2 à la souhaiter. 50%. Fin août, les sondés se déclaraient majoritairement pour de nouvelles législatives, 63%. Chiffre stable début septembre, 61% des Français veulent un nouveau scrutin pour sortir de la situation actuelle. C'est un sondage réalisé par nos amis de l'IFOP, Thomas. Et donc, que se passerait-il en cas de nouvelle législative? Plusieurs hypothèses ont été mesurées. La première, celle d'une gauche qui partirait unie. C'est pas l'hypothèse la plus probable au moment où on parle, mais on sait que la gauche a cette capacité, Thomas, à s'unir vite dans certaines circonstances. Alors, si le scrutin avait lieu ce dimanche, voici ce qui sortirait des urnes. Une bannière commune, Nouveau Front Populaire, serait créditée de 25% des voix. C'est 4 points de moins par rapport à l'année dernière, en juin 2024. Dans le même temps, l'extrême droite, emmenée par le RN et l'UDR d'Éric Ciotti, arriverait largement à tête au niveau national avec 33% des intentions de vote. Regardez le socle commun. À présent, il s'effondrerait littéralement, 15% des suffrages alors qu'il en obtenait 22% en 2024. Les LR, eux, progressent. Ils récolteraient 13% des voix contre 8% l'année dernière. Et alors, l'autre hypothèse, celle d'une désunion de la gauche. Les grands équilibres ne changent pas. L'extrême droite serait toujours largement en tête. Le camp présidentiel ferait lui aussi le même score, 15%. LFI allié aux écolos ferait 11% des voix. Le PS allié au Parti communiste et à Place Publique récolterait 15% des suffrages. En d'autres termes, Thomas, la gauche ferait un meilleur score si elle partait divisée, 26% contre 25% sous la bannière d'un nouveau NFP. C'est peut-être d'ailleurs le calcul des socialistes. Il y a quelques jours, un cadre du PS me disait la chose suivante: le Parti socialiste peut gagner la dissolution en cas d'élection législative anticipée. Si nous partons sans LFI, nous finissons en duel au second tour contre le RN ou contre un macroniste dans 70% des circonscriptions. Bon, ça vaut ce que ça vaut, Thomas, mais ça dit en tout cas que les socialistes ont largement anticipé la dissolution. Alors, comme toujours, quand on parle de sondage, on est hyper prudent. Et puis, tous ces chiffres, ça ne concerne qu'un premier tour. Ouais, c'est très important de le préciser, Thomas. Ils ne prennent pas en compte l'hypothèse d'un nouveau front républicain dans la perspective
perspective d'un second tour. Est-ce qu'une alliance anti-Rassemblement national verra le jour dans l'entre-deux tours? Regardez ce sondage Odoxa réalisé la semaine dernière pour le Figaro. 58% des Français se disent aujourd'hui prêts à faire barrage contre qui? Non pas contre le RN, mais contre la France insoumise. Thomas, seulement 46% le feraient face au Rassemblement national, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui pour beaucoup de Français fait aujourd'hui office d'épouvantail numéro 1. C'est une petite révolution qu'il faudra prendre en compte en cas de dissolution. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Aurore Malval, je reste sur ce dernier sondage Odoxa, qui est quand même, alors évidemment c'est un sondage, bon, vous nous direz si vous avez un peu les mêmes perceptions d'évolution quand on parle de Front républicain, mais à quel point ça change effectivement la stratégie notamment du Parti socialiste? Oui, effectivement. Alors, attention, parce que je pense qu'il y a deux choses dans ce sondage et par rapport au Front républicain. Les électeurs de gauche n'ont pas réellement changé d'avis sur la question du Front républicain. Ils seront toujours, même si certains sont peut-être plus hésitants aujourd'hui dans les sondages, face au mur, je dirais face à l'isoloir. Il y a encore ce réflexe qui joue face à l'extrême droite, qui, à mon avis, sera quand même assez prégnant chez les électeurs de gauche. Là où ça change un petit peu, c'est au niveau du bloc central. Et on voit bien d'ailleurs... et au niveau du bloc central et des LR. Bon, des LR qui déjà, les électeurs LR ont fait très peu barrage au Rassemblement national en 2024. Ce ne serait pas une grande nouveauté. Déjà, le parti n'avait pas appelé au Front républicain et ses électeurs avaient assez peu joué le jeu de ce Front républicain. Mais par contre, on voit que dans le discours d'ailleurs des LR, moi quand j'entends les responsables, que ce soit Bruno Retailleau ou d'autres s'exprimer, ils le disent d'ailleurs déjà, ils disent nous sommes au gouvernement pour empêcher la gauche d'être au gouvernement. Donc il y a déjà ce barrage, je dirais, anti-gauche qu'ils appellent la gauche mélenchonisée. C'est pratique, ça permet d'englober tout le monde avec la France insoumise et de justifier finalement ce barrage vis-à-vis de la gauche. Et ça, effectivement, ça peut être quelque chose qui va être beaucoup plus prégnant que ça l'a été en 2024, c'est-à-dire ce deuxième barrage anti-la France insoumise qui sera peut-être élargi, effectivement, à d'autres composantes de ce qui était le nouveau Front populaire. Avec peut-être des électeurs centre-droit qui disent plutôt jamais Mélenchon que jamais Le Pen aujourd'hui. Oui, mais vous avez raison de le dire, c'est un des principaux enseignements de ces deux enquêtes. Et d'ailleurs, ce front anti-LFI, à la fois ça fait des affaires du PS, on en parlait tout à l'heure, de cette volonté de s'émanciper définitivement, mais au-delà de l'émancipation du PS à l'égard de LFI, c'est surtout redevenir la force principale à gauche, évidemment, mais ça fait aussi des affaires de LFI quelque part, parce que ça clive encore plus. C'est le but de LFI quelque part, c'est se retrouver au second tour d'une élection présidentielle face au candidat du Rassemblement national, en se disant que là, tout devient possible. Mais la vraie mauvaise nouvelle pour le président de la République et pour son Premier ministre, qui a encore 2 jours devant lui, visiblement, au minimum, évidemment, c'est qu'on le voit bien, il y a une vraie dynamique en faveur des LR et une vraie dynamique en faveur du PS émancipé, de la gauche plus radicale. Ça veut dire quand même que ces les deux partenaires possibles, un dans le socle commun, ce serait les LR, ça a été les LR, et un signant le pacte de non-censure, n'ont pas grand-chose à craindre d'une dissolution, en fait, en termes de sièges. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent la dissolution. Le Parti socialiste, on l'a vu avec son porte-parole aujourd'hui, disant on n'appelait pas à la dissolution dans un premier temps, on revendiquait Matignon, et ils étaient prêts à des compromis. Mais quoi qu'il arrive, ces deux partis se trouvent aujourd'hui dans une situation assez confortable. Soit ils rentrent dans la coalition gouvernementale et ils font la démonstration de leur utilité, c'est ce qu'a réussi à faire jusqu'à présent Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Soit ça ne marche pas, mais ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de Sébastien Lecornu et de son article dans Le Parisien, par exemple, où il fermait toutes les portes. Donc c'est un vrai problème. C'est le PS et les LR n'ont plus peur aujourd'hui d'une dissolution parce qu'ils font le pari et je pense que c'est un pari, ils ont raison de le faire, que de toute façon, ils enregistreront des gains sur les décombres de ce qui reste de la Macronie. Oui. Anne Charlène ? Je pense que c'est important de redire ça. C'est-à-dire qu'en fait, la dissolution a pendant longtemps été agitée comme un épouvantail, que ce soit avant celle de 2024, d'ailleurs, pour discipliner les LR au moment du vote du budget Attal à l'époque. Et même maintenant, on se rend compte que le PS ne devait pas y avoir intérêt. Et donc, on considérait que la non-censure était une manière de les aider à décrocher du LFI. Mais si aujourd'hui, finalement, tout le monde se dit « why not ?» et en fait, on fasse tapis, en quelque sorte, là, ça signifie en quelque
sorte qu'il n'y a plus que le président de la République qui serait en rétention de cette dissolution. Et là, je suis d'accord avec vous, j'ai un peu le sentiment que de ce fait, il y a une forme de responsabilité personnelle qui s'y joue. Attention, encore une fois, le président de la République n'est jamais obligé de dissoudre, n'est jamais obligé de démissionner non plus. Et voilà, on peut comprendre qu'il essaye encore de nouveaux alliages. Mais il y a vraiment cette idée de se dire que plus les premiers ministres tombent, plus chacun des partis veut aller à la dissolution, plus le président de la République est exposé. Bref, ceux qui ont le plus à perdre de la dissolution, sont les macronistes. Et donc, ça explique pourquoi Emmanuel Macron est peut-être en train d'essayer de prolonger le temps à Matignon de Sébastien Lecornu. Mais peut-être on peut dézoomer un peu, Bastien François, et se poser la question de cette 5e République et de son état de santé. Là. Non, d'abord, moi, je suis moins optimiste pour le PS et le LR. En cas de dissolution et en cas de législative. Parce que je pense que ça va être très très violent à gauche. Le PS autonome, etc. Bon, ça va être très... Il va y avoir cette nouvelle dynamique, enfin, toutes ces tensions au sein de LR entre l'union des droites et... Voilà. Donc, je pense que... Marion Maréchal a appelé de nouveau à l'union des droites aujourd'hui. Attention, on risque d'avoir aussi une configuration très différente de celle qu'on a connue au moment de la dissolution. Et bon, sur le papier, avec ces données-là, on peut dire ça, mais dans la dynamique même d'une campagne électorale, ça peut être très Je vais vous reposer ma question sur la 5e République en y ajoutant quelque chose. Parce qu'en fait, on n'a pas eu de vraie campagne. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de vraie campagne sur le fond? Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend même la présidentielle, elle a été phagocytée par le contexte international, la guerre en Ukraine. Si on prend les législatives, ça a été ultra rapide. Il n'y a pas vraiment eu de discussion de fond. À mon avis, les Français l'ont peut-être perçu comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une vraie campagne législative un peu longue pour donner une chance à cette 5e République de continuer de produire ses effets? Je pense qu'on a quand même un problème que moi j'analyse comme étant un problème structurel. C'est que la tripolarisation de la vie politique, elle se heurte à la logique binaire du mode de scrutin majoritaire, qui est en plus une logique binaire très dure, avec ce seuil d'accès de 12,5% au second tour. Bon. Donc ça veut dire qu'en fait... je pense que là, on est pour longtemps dans un système qui n'est plus bipolaire. Et on a un mode de scrutin il faudrait changer de mode de scrutin. Je pense que là, il faudrait changer de mode de scrutin, d'autant plus que le mode de scrutin proportionnel a au moins un effet qui est positif, en tout cas pour une large partie du champ politique, qui est que le RN ne peut pas avoir la majorité tout seul. Or, si on regarde tous les chiffres de la 5e République, un parti qui arrive au premier tour avec 32-33%, dans l'histoire de la 5e République, il a la majorité en siège. Donc, en tout cas, on ne serait pas très loin. Et on pourrait ne pas être très loin, surtout si la droite se divisait, etc. Bon. Donc, contrairement à une période ancienne où on disait la proportionnelle, ça favorise l'extrême droite, non, là, l'extrême droite, elle est aux portes du pouvoir. Donc, ce n'est pas ça qui va le favoriser. Bon. En revanche, on a intérêt à avoir un mode de scrutin où le président de la République ne choisit plus son Premier ministre. Ce Premier ministre est vraiment issu du résultat de l'élection législative et il ne peut pas exister sans avoir une majorité à l'Assemblée en ayant été élu par l'Assemblée. Il y a quand même une donnée qu'on doit avoir en tête. Il y a 14 présidents de la République dans l'Union européenne qui sont élus au suffrage universel direct, avec certes des pouvoirs différents. Il y en a 13 qui ne gouvernent pas. Donc il n'y a que le français qui gouverne. Et dans ces 13 pays, il y a le scrutin proportionnel. Bon, ok. Anne-Charlène, vous publiez cette constitution qui nous protège. Oui. C'est aux éditions. Voilà, vous me voyez venir avec ma question. Est-ce qu'elle ne nous enferme pas plutôt là, dans une crise sans fin ? Je ne suis pas sûre que ce soit une crise de régime que nous vivions. Alors, à mon avis, on est aux portes, mais la Constitution n'a pas grand-chose à se reprocher aujourd'hui, étant donné que ce n'est pas elle qui amène à ce fiasco. Néanmoins, on est peut-être dans une longue période de fin de vie, puisque les périodes de fin de cycle constitutionnel sont très longues, notamment par rapport au fait que, justement, le fait politique est devenu aujourd'hui tellement puissant qu'il annule complètement l'effet des institutions. Je rappelle que Sébastien Lecornu est parti
tout seul. On n'a même pas eu besoin d'une motion de censure. Donc c'est là qu'on se rend compte que l'accélération politique, elle doit amener au minimum à une nouvelle donne constitutionnelle et à ce qu'on se repose la question du mode de scrutin notamment. Il nous reste quelques minutes dans ce premier débat, mais notre édition spéciale, elle va continuer avec une question de Laurent qui nous écrit de Metz. Est-ce vraiment intelligent pour le Rassemblement national d'arriver au pouvoir? Ne risque-t-il pas de se brûler les ailes avant les présidentielles alors qu'ils sont favoris selon les sondages? Stéphane Zumsteg, on peut peut-être commencer par rappeler l'avance du RN, quels que soient les sondages et la perspective législative ou présidentielle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'avance qui est très importante dans les mesures d'opinion du Rassemblement national par rapport aux autres forces politiques, mais c'était déjà le cas aux élections européennes, c'était déjà le cas au premier tour des élections législatives. Oui, bien sûr, c'est pas seulement des sondages, ce sont des résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on entend que le RN a encore progressé par rapport à l'année dernière. Non, il est toujours à un niveau aussi haut. C'est pas pour autant que s'il y avait des élections législatives anticipées, il ne progresserait pas. Très probablement qu'il progresserait. C'est un fait. Après, est-ce que le RN est aux portes du pouvoir? Vous avez parlé tout à l'heure du Front républicain. Il a fonctionné de façon massive la dernière fois parce qu'une partie des Français ont eu peur. Est-ce que ce front est totalement émoussé? Oui, ce front républicain, ce barrage républicain serait probablement émoussé. Toute la question est de savoir à quel point. Vous le disiez tout à l'heure, n'oubliez pas une chose, pour un sympathisant de gauche, la lutte contre le Rassemblement, le FN puis le RN, ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN du personnel politique de gauche, mais ça fait aussi partie de l'ADN politique des électeurs qui sont restés fidèles à la gauche depuis plusieurs décennies. Et je pense qu'il fonctionnera. Maintenant, tout dépendra de la peur que pourrait susciter l'accession, en l'occurrence de Jordan Bardella, au poste de Premier ministre. Le RN, tout ça est très virtuel. Parler de projection en siège alors même qu'une campagne électorale n'a pas commencé. Vous parliez de campagne rapide. Je rappelle que c'est de 4 à 6 semaines, c'est ça le délai entre une dissolution... 20 et 40 jours. 20 et 40 jours, pardon. Donc de toute façon, ce serait très rapide et ça ne permettrait pas, à mon avis, de purger les grands débats. Mais je le répète... Sauf si Emmanuel Macron dit on part en campagne, mais sans... c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'ouvrir ça pour le financement. Imaginez quelque chose qui nous permette d'avoir un vrai débat de société avant de voter, quoi. Ce ne sera pas possible. Les élections anticipées, c'est des élections de poche. Ouais, ça marche. L'élection présidentielle. Non. S'il dit, il peut pas... S'il dit on la financera pas cette campagne. On la financera pas cette campagne. La campagne, techniquement, elle n'existe qu'à partir du moment où il y a un décret de convocation des électeurs et celui-là, il aura 35 jours. Même dans une présidentielle anticipée? Dans la présidentielle anticipée, c'est 35 jours. C'est encore plus court pour une présidentielle anticipée que pour les législatives. Ouais. Alors justement, une présidentielle anticipée, c'est ce que souhaite évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui continue de réclamer le départ du président. Il s'appuie sur la Constitution pour tenter de l'obtenir. Écoutez. Il faut donc, pour répondre à cette situation, aller au cœur du problème, c'est-à-dire en revenir au peuple, c'est-à-dire mettre en cause la légitimité du président de la République dans les formes que notre démocratie parlementaire permet. Il y en a une, la destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Cette destitution, elle est souhaitable et dès lors, elle doit être possible. Alors effectivement, c'est une procédure qui est prévue, je crois que c'est l'article 68 de la Constitution. C'est un parcours plus que semé d'embûches. Il fait un peu semblant d'y croire, Jean-Luc Mélenchon, vous diriez ça? Oui, enfin, il dit c'est nécessaire, donc il faut que ça advienne. Bon, il faut déjà qu'il ait une majorité et à l'Assemblée et au Sénat pour pouvoir mettre en accusation le président de la République. Bon, et avant même de réunir la Haute Cour qui elle-même aurait une majorité qualifiée très élevée pour. Non, c'est pratiquement une disposition qui a été mise en place pour qu'elle ne soit jamais appliquée. Un dernier mot, Aurore Malval, c'est la dernière minute de ce premier débat, peut-être sur l'ambiance à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En tout cas, les informations qui nous parviennent, on parle quand même d'une ambiance assez crépusculaire ces dernières semaines dans les couloirs de l'Élysée. On le sait d'ailleurs depuis la dissolution, on se souvient de ces bruits de couloirs qui nous étaient parvenus à l'époque où un petit cercle de conseillers était encore autour d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron qui n'écoutait plus grand monde, qui avant avait l'habitude de beaucoup consulter, d'envoyer des SMS, comment vous voyez les choses, qui ne le faisait, qui s'était vraiment isolé. On a l'impression que c'est plus que jamais ça, et avec une geste présidentielle un peu curieuse. Vous avez vu. On va voir l'image, tiens. Voilà. C'est une image d'Emmanuel Macron sur les quais, qui va vers le Panthéon, c'est ça, si je ne me trompe? Qui marche à côté du jardin du Vert Galant, justement.
Et c'est vrai qu'on a cette image, mais qui est souvent le cas avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron essaie de reproduire un petit peu justement des scènes des présidents, des grands présidents qui l'ont précédé. Et là, on a l'impression qu'il y a une inspiration un peu toute mitterrandienne, voire De Gaulle en Irlande. Je ne sais pas si c'est une mise en scène. Ce sont nos confrères de BFM qui ont grappillé cette image. Si le président se balade comme ça publiquement sur les quais de Seine, moi je suis un peu naïf parfois. J'y vois la marque peut-être d'un certain conseiller, justement à l'Élysée, un conseiller mémoire, Bruno Roger Petit, pour ne pas le citer, qui aussi organise un petit peu ces moments et pense à ces moments dans l'histoire du président Macron. Et je pense que c'est quelque chose qui, de façon assez surprenante, vu tout ce qui se passe, je dirais, par ailleurs, bien le préoccupe encore. Toute dernière information, le Rassemblement national et ses alliés censureront systématiquement tout gouvernement jusqu'à dissolution. Voilà un message qui a le mérite d'être clair. Merci beaucoup et on va pouvoir le commenter dans la seconde partie de notre émission. Merci encore d'avoir participé à ce premier débat. Bastien François, les mots-clés du droit constitutionnel, c'est publié aux éditions Dalloz et Aurore Malval. On vous lit évidemment dans l'hebdomadaire Marianne. À très bientôt sur Public Sénat.